Bonjour Patricia, Bonjour, comment tu vas, Lénaïque? merveilleusement bien. Il fait un peu plus frais parce que les nuages sont là aujourd'hui, mais tu vois, ça n'empêche pas de garder le sourire. J'ai toujours ma fleur à l'oreille, donc tout est parfait. Voilà, le soleil dans le cœur, hein, toujours. C'est ça. Alors Patricia, je t'ai invitée au cycle de conférences que j'organise avec mon association Carlo Dena. Donc tu seras en Bretagne au mois de septembre. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes ensemble pour faire connaissance, euh, montrer qui tu es aux gens. Alors, tu as écrit ces deux livres, donc Conscience Oui, spirituelle et Expérience spirituelle. Tu es auteur, conférencière, médium. J'aimerais que tu racontes un petit peu ton parcours, parce que en fait, médium, tu as ta première vision à 16 ans. même avant. Même En avant? fait, si je suis, même avant, en fin de compte, si je veux essayer de résumer au plus clair, le plus clairement possible, j'ai eu une vision d'un être de lumière quand j'étais toute petite, quand j'étais enfant. Euh, il venait souvent à moi quand j'étais à l'extérieur, justement, avec mes animaux. Mes parents avaient beaucoup d'animaux dont je m'occupais et souvent, je voyais cet être de lumière nous accompagner. Il ne m'a jamais parlé. Je n'ai jamais cherché à lui parler. Pour moi, il était là au même titre que tout le reste dans l'environnement. Mmh. Euh, Quand je te dis enfant, mais j'étais, euh, depuis loin que je puisse me souvenir, à 5 ans, j'avais déjà des souvenirs de cet être de lumière. Et il est resté en fait en présence à différents moments de ma vie euh, jusqu'à peu près mes 10 ans. À 10 ans, j'ai cessé de le voir. Et ce que j'explique souvent, c'est que quand je suis rentrée euh, dans le catéchisme, tu sais, bon voilà, mes parents non pratiquants, mais quand même d'origine catholique, m'avaient fait faire le catéchisme, et j'ai entendu parler à ce moment-là, ben, évidemment, d'un au-delà, de personnages un peu fantastiques, hein, comme les anges, voilà, des êtres de lumière, et je sais pas, spontanément, je me suis dit peut-être que j'avais vu un de ces personnages-là, mais sans certitude. Voilà, Oui. c'était Tu une savais pas, croyance ouais, tu savais qui m'a pas si suivie c'était longtemps. un ange, si c'était un esprit d'un quelqu'un de la famille, un défunt. Enfin, tu savais pas. Tu savais juste que c'était une Tout à fait. présence bienveillante. Absolument. Alors là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout le long de mon enfance. C'est vraiment cette qualité de bienveillance, de bienséance, d'être là, toujours avec un espèce de rayonnement et de sourire. Et puis, je sais pas, ça se ressentait, quoi. Ça émanait de lui. Voilà. Sa présence était rassurante. Mais comme j'aurais trouvé la présence rassurante des arbres avec lesquels je communiquais déjà, avec les animaux que je touchais, avec qui je discutais télépathiquement, enfin, ou du moins que je me l'imaginais, c'était vraiment d'une force d'amour inhérente à cet environnement et à cette enfance. Donc, Et, il m'a suivi un certain nombre d'années jusqu'à disparaître pour mes 10 ans. Voilà. ouais. Pourquoi, je ne sais pas. C'est lui qui revient quand tu as 16 ans, parce il y a les 16 ans qui sont 16 ans, importantes dans non, ta vie. oui, 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 Lénaïque, à 16 ans, en fait, ce sont les prémices, euh, les premières relations médiumniques que j'ai découvertes. Voilà, c'est-à-dire une expérience vraiment très pertinente que j'ai vécue. Je revenais d'une promenade avec mon mari, qui était mon compagnon d'Ilia, donc de mes 16 ans. On revenait d'une promenade et puis on passe par le sous-sol de la maison de mes parents. Je montais les marches derrière lui et en haut, maman nous dit Patrick, il faudrait que tu appelles la maman de Jean-Yves parce que ça fait plusieurs fois qu'elle essaie de te joindre. Ça a l'air assez important. Moi, je montais derrière lui et du haut de mes 16 ans, de je ne sais où, je lui dis dépêche-toi, il vient de se suicider. Ouf. J'ai eu peur de ma propre parole. Ça m'a saisi. Ça a saisi Patrick, ça a saisi maman qui n'a rien dit. Et après, personne n'est revenu dessus d'ailleurs. Je Oui. crois qu'on l'a mis Dans dans un une bulle. tiroir, Qu'est-ce qui quoi, s'est oui. passé? N'empêche que quand il est monté téléphoner à la maman de Jean-Yves, celle-ci lui dit il vient de se tirer un coup de carabine dans la chambre.
Et j'avais eu, en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'avais été en contact direct avec l'esprit de notre copaine d'enfance à ce moment-là. Voilà. C'était très, très, très troublant. Et comment tu réagis? Parce que tu dis, effectivement, quand tu dis ça, tout le monde fait comme si quelque part on n'avait pas entendu. Est-ce que toi tu fais la même chose aussi et tu te dis, oula, c'est un truc très bizarre là qui vient de se passer, je vais oublier Oui. ça. Toi aussi tu te dis ça? Je crois que je n'ai pas cherché à l'oublier. J'y ai pensé, hein, parce que ça m'a quand même impacté émotionnellement, surtout quand tu entends de la façon dont il est parti. Donc, c'est vrai que ça, pendant quelques jours, ça m'a remué. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai entendu ça? Qu'est-ce qui se passe? En même temps, depuis enfant, j'étais habituée à capter des choses comme ça subtilement. Des gros pressentis, des prémonitions. Même enfant, j'avais déjà des forts ressentis à différents moments, hein, même de la scolarité. Je pouvais l'utiliser pour accompagner certaines petites personnes. Mais je me suis dit, là quand même, je l'ai entendu télépathiquement, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Par où ça passe? Et puis, bah, écoute, comme personne ne me posait de questions dans l'entourage et que je n'avais pas de personnes suffisamment ouvertes à cette dimension-là J'allais autour y de moi, venir, ouais, j'allais y je l'ai venir. occulté, en fin Voilà. de compte. Et j'allais y venir, j'allais te demander, Ouais. est-ce que dans ta famille, il y avait d'autres gens, peut-être un grand frère, une grande sœur, une cousine, une tante, voire ta grand-mère? Est-ce que tu as connaissance de gens dans ta famille qui ont entendu aussi des choses, vu des choses? Oui. Oui? Alors aujourd'hui, je le sais et je ne l'ai appris qu'à l'âge de 40 ans. Ah oui, T'imagines? À près de 40 ans, en discutant avec mon père de phénomènes qui m'arrivaient de plus en plus souvent, il se pose et il me raconte des expériences qui lui étaient propres. Et en fin de compte, mon père était médium. Mais il en a eu peur. Maman m'a expliqué qu'il en faisait un petit peu un jeu en société. Il devinait des choses sur les gens. Il les transperçait un petit peu. Des choses même très intimes. Et oui. en fin de compte, un jour, il s'est fait peur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est révélé à lui, mais il a décidé de tout stopper. Et en discutant donc avec lui, je me suis dit, mais toi, papa, d'où tu penses que ça vient? Et il m'a dit, mais ta grand-mère, donc la grand-mère paternelle, avait aussi des dispositions. Oui. Mais elle, a priori, les utilisait pas de très bonne façon. Ah, Voilà. plus. J'avais une grand-mère qui était sous l'emprise de l'alcoolémie, qui buvait beaucoup et qui passait son temps à, vociférer sur les gens, à en vouloir à la terre entière, à trouver des responsables à son mal-être à l'extérieur. Et elle ne portait pas toujours les bonnes intentions sur les gens. Voilà. Je l'ai appris après aussi. Oui. Et ça, tu n'avais jamais observé chez ton père, cette aptitude? Tu ne l'avais jamais vue, toi, Jamais, petite fille? jamais, jamais, jamais. Non, jamais. Il s'était vraiment fermé dans une bulle. Par contre, tu vois, quand j'étais enfant et que je jouais, bon, moi, mes jeux, c'était vraiment les animaux. Je dis toujours, les animaux, ce sont mes figures emblématiques. Tu sais, quand on dit en psychologie, quelles sont vos figures d'attachement? Un jour, j'avais dit à un thérapeute avec qui j'étais en formation, moi, mes figures d'attachement, ce sont les animaux parce qu'ils m'ont sauvée. Voilà. Et il me dit non, ce n'est pas possible. Les figures d'attachement, ce ne sont que des hommes, des femmes, des parents, des amis. Je dis non, non. Pour moi, je t'assure, ce sont les animaux. Et c'est vrai que très vite, c'est eux qui m'ont initié à cette part de subtilité, là, de sens, de ressenti. Parce que je jouais tout le temps à l'infirmière avec eux. Je voulais toujours les soulager. On avait vraiment, vraiment beaucoup de bêtes chez nous. Et beaucoup, bon, étaient un peu plus ou moins malingres. Bon, des conditions pas toujours pas très simple, mais je m'amusais à vouloir les soigner. Je m'étais attribué un petit rôle de sauvetage, on va dire. Oui, Et d'ailleurs, tu fais à ça mon parce insu. ouais. Oui, c'est ça, en fait, au départ, c'est qu'un animal est mal, tu te dis: «Tiens, je vais essayer un truc, je sais pas quoi» et il se trouve que ça marche. Ouais. En fait, j'étais animée par cette volonté de le soulager. C'était viscéral chez moi. Ça partait du cœur. J'avais vraiment besoin de faire quelque chose pour eux. Je me disais, je vais tenter. Alors, qu'est-ce que je faisais, petite fille? Je n'en savais rien, je le faisais spontanément, mais je posais les mains. Voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert mon magnétisme.
comme beaucoup de gens, hein, mais j'ai découvert le magnétisme que j'avais en posant ou en apposant des gestes comme ça sur les animaux, des caresses. Et alors, ce que je me suis rendu compte, c'est que je leur parlais tout le temps. Je les rassurais sur ce que je faisais. Et puis, je m'étais inventé des prières. Voilà, des prières. Alors, moi, je dis le mot prière aujourd'hui, mais c'était des choses qui revenaient assez souvent, comme un mantra, où je veux que tu t'en sortes, je veux que tu sois bien, je veux que tu retrouves la santé. Je faisais des récitations comme ça. Et il est arrivé une expérience incroyable quand j'avais 10 ans. Une chienne de mon papa, qui était chasseur et qui avait tout un troupeau de chiens, qui partait en diarrhée sanguinolente. Voilà. Et mon papa nous dit ouh là là, là, il est temps que je fasse quelque chose, je vais l'amener chez le vétérinaire ce soir. Quand j'ai entendu ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la peur au ventre, là c'est le cas de le dire, et je suis allée précipitamment m'occuper de cette chienne. Et là, je l'ai badigeonnée de nombreux gestes, de caresses, je lui soulageais le ventre et j'avais presque cette volonté de me dire, mais je pense que dans l'inconscient, j'ai voulu le prendre. Mais c'est que ça a fonctionné. À 10 ans, je suis partie aux toilettes en courant, j'ai eu la diarrhée à mon tour et la chienne a été sauvée. Alors, je ne m'explique pas le phénomène. Oui. Les guérisseurs le diraient peut-être mieux que moi. Après, sur le chemin de vie, j'ai rencontré justement des guérisseurs et des magnétiseurs qui m'ont dit, mon petit, tu as des choses. Mais le problème, c'est que tu es tellement en compassion que tu prends le mal des autres. Et oui, ça, c'est Alors, pas une bonne tant chose. mieux si ça s'en va tout seul. Oui. Dis tout. Mais ça, si tu veux, moi, enfant, je comprenais pas tous ces mécanismes. Je les faisais toujours avec spontanéité. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert ce magnétisme. Donc maintenant, tu apprends. Et aujourd'hui, je peux te... Oui, mais aujourd'hui, tu utilises toujours ce magnétisme, mais tu as appris à ne plus prendre le mal de l'autre, à juste le soulager ou le guérir. Alors, je vais te dire très honnêtement, je n'ai rien appris du tout. Ah, Je pense que c'est un état d'être. Oui, je pense que c'est un état d'être, peut-être d'esprit. En tout cas, c'est de la conscience. La conscience qu'en faisant l'acte, je peux peut-être, si je ne prends pas garde, si je suis trop fatiguée, si je ne suis pas assez attentive à mes ressentis, que je peux peut-être garder et conserver du mal que je retire. Je pense que c'est la conscience qui m'a fait agir en fonction de ce que je traite. Il me semble. Voilà. Je pense que c'est vraiment cette ouverture du cœur qui fait qu'il y a des garde-fous naturellement qui se sont mis en place. oui. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Oui, et puis quelque part, le fait de vivre ce que ta chienne avait, quelque part, ça t'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose là. Et donc, Oui, automatiquement, tu as fait ton propre chemin. oui. Alors aujourd'hui, je soigne toujours les animaux gratuitement. Pour moi, je te dis, ce sont mes sauveurs, donc je leur dois ça intimement. J'ai une autre aventure qui s'était passée, alors là, j'avais 25 ans à peu près, une dame qui avait entendu parler du fait que je magnétisais justement les animaux comme ça, et puis qui donne mon nom à une propriétaire de chevaux. Et une madame de Mortier m'appelle un jour en me disant, écoutez, j'ai ma jument qui est immobilisée dans un box depuis 8 jours. Moi, au téléphone, je lui dis, ah bon, qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, mais venez la voir, on m'a dit que vous pouviez peut-être faire quelque chose. Et là, étonnamment, Lénaïque, parce que je peux te le dire aujourd'hui, mais c'est qu'à l'époque, j'avais peur des chevaux. Et à aucun moment, je n'ai dit non. Une force m'a poussée, je lui dis oui, et je ne me contente pas de ça, je lui dis oui, mais vous me parlez de sa patte droite? Non, c'est la patte gauche qui est en souffrance. Elle me répond, ah non, 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 vous vous trompez. Le vétérinaire est passé, l'ostéopathe, non, 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 non. Ah, je dis, je vous assure, c'est la patte gauche. Et on en reste là. Je vais la voir, je lui rends visite. Et quand j'arrive près du box, je vois une jument blanche, mais alors immensément haute. Alors je peux te dire, moi qui craignais, j'ai eu une sacrée appréhension. Et toujours pareil, je ne sais pas pourquoi, poussée par la force naturelle, je rentre dans le box avec elle et je vois cette belle bête là devant moi, la patte droite suspendue en l'air, comme ça, elle ne pouvait pas poser patte par terre. Et je m'approche d'elle et je m'adresse à elle mentalement et je lui dis, textuellement, je m'en rappelle, je lui dis, écoute, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire.
Mais si tu peux m'aider, fais-le. Et là, il se passe un truc incroyable. Je descends avec mon pouce alors c'est la partie avant, entre la patte et la poitrine, là. J'enfonce le pouce dessous. Je sens un renflement gros comme une mandarine. J'appuie dessus et la patte lâche. La jument fait clac, clac. Elle pose les deux pattes au sol. Et là, je dis à la propriétaire, elle avait un renflement musculaire sous la patte. Je ne savais même pas de quoi je parlais. Mais je t'assure, même pas de quoi je parlais. Et elle me dit, mais enfin, elle me dit, mais comment ça se fait? Ils n'ont pas vu que c'était cette patte-là? Parce que c'était bien la gauche. Je lui ai dit, mais elle a tiré la patte, elle a fait un effort, je sais pas moi, il y a eu un tiraillement, quelque chose. Elle me dit, oui, ils ont retrouvé la patte accrochée dans le grillage. On en est resté là. Je lui ai dit, est-ce que vous avez une espèce de corde, de harnais à disposition pour la promener? Elle me dit, oui, oui, je dois avoir quelque chose. Et là, Léna, il s'est passé un truc mais extraordinaire. Je le raconte parce qu'il y avait des témoins. Sur la porte du box, je vois la tête d'une vache et du taureau qui nous regardaient. J'ai dit, là, il se passe quelque chose. La nature nous joue un tour. J'avais une peur. Je lui ai dit, mais alors un taureau immense. Hein. Je lui ai dit, mais c'est normal qu'il nous regarde? Elle me dit, je ne sais pas, mais c'est amusant. Oui. Bref, quand elle ouvre la porte, c'est elle qui tenait la corde et c'était un terrain un peu pentu, un petit peu rocailleux. Je lui ai dit, c'est pas terrible, mais et la jument s'est mise à marcher. Clic, clac, clic, clac. Et on est revenu au box. 8 jours après, j'ai vu la jument dans le champ en passant. Je me suis arrêtée et la dame m'a dit, je vous conduis à elle parce qu'elle est guérie. Quand je suis arrivée à la jument, elle m'a léché les mains. La dame a dit, elle vous reconnaît. Et de ce jour-là, j'ai plus jamais eu peur d'un cheval. C'est une histoire merveilleuse. Elle m'a soignée. Regarde, j'ai pas pris de mouchoir, moi. Tu vas me faire pleurer là. C'est vraiment une expérience de dingue. Ah oui, j'imagine. J'ai vraiment, ouais. Et en fait, tu calcules rien, quoi. Tu sais même pas. Non. C'est automatique. Il y a un truc qui se fait. Alors, c'est peut-être la différence avec certains autres qui ont besoin d'être rassurés, de mettre en place des protocoles. Moi, je sais pas, j'ai cette certitude depuis enfant que je suis, alors j'aime pas téléguider parce que c'est pas un joli mot, mais que je suis guidée dans mes actions, dans mes belles actions. Voilà, je fais confiance à la nature. Et ça me suit tout le temps. Bon, j'avais pas prévu franchement de mouchoir, mais moi c'est vrai que les histoires avec les animaux, ça me touche énormément. Ah là là. Et alors ce taureau et la vache qui vous regardez tous ils là se sont écartés. Ah oui. Oui, ils se sont écartés. Ils nous ont pas suivis, heureusement. Ils se sont mis sur le côté. J'étais super impressionnée. Mais super impressionnée. On aurait dit qu'ils savaient que la jument, voilà, il y avait une communication entre eux là dans cette ferme. Ouais. Les animaux étaient présents ce jour-là. Ça a été pour moi vraiment une grâce. Ça a été un cadeau de vie. Je le dis toujours. Hein, c'est. Ouais. Tu as quel âge à ce moment-là? Malheureusement, j'avais près de 25 ans. Oui. C'est des cadeaux magiques. Et je n'avais rien encore mis en place. Hein. Voilà. Oui. Oui, tu veux dire. Malheureusement, il y a des animaux pour qui je n'ai rien pu faire. Voilà. Même avec toute l'animation que j'ai pas pu les aider. Ça, c'est une souffrance. Oui, mais en même temps, peut-être que c'était leur heure, comme nous, quand on s'en va, et que parfois, aucun traitement, rien ne fait, et que c'est juste notre heure. C'est possible, oui. En tout cas, je les accompagne toujours par la pensée. Les rituels que je fais pour les soulager, j'en fais aussi pour les aider à partir, tout le temps. Quand je suis sur une route, par exemple, et que je vois des petits animaux écrasés, j'ai toujours une forme de prière pour eux, systématiquement. C'est instinctif. Je roule, mais je fais une prière. Ouais. Quelle est cette prière que tu fais? Parce que peut-être que chacun de nous peut la faire aussi, parce que ça, des animaux écrasés sur la route,
je dirais, c'est presque quotidien. Donc moi, je Alors moi, sais les que… mots que j'emploie, Ouais, vas-y. c'est tout bête, hein. Moi, je m'adresse. Alors là, curieusement, même si j'ai pas je suis pas pratiquante religieuse. Je suis d'origine catholique par la famille, mais avec beaucoup de personnes athées au centre de la famille. Donc, on parlait jamais de religion chez nous. C'était même le contraire. C'était mon père. Enfin, je vais t'en parler un peu, mais bon. Donc, si tu veux, je n'ai pas eu d'emprise, ni de formation, ni de comment on dit, de travestissement de la pensée par rapport à la religion. J'étais libre par rapport à Mm. ça. Libre de croire ce à quoi je voulais. Ça, c'est très important. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit, mon Dieu, protège et délivre cet animal de sa souffrance, je te l'envoie. Ah, d'accord. Ben alors moi, je fais une C'est tout prière. simplement ça. Ouais, je fais une prière aussi quand je vois des animaux écrasés et je dis merci mon ange de les accompagner vers la lumière. Et en fait, c'est pareil. Au Oui, fond, on les oui, confie à quelqu'un, c'est ça. voilà, Mm. C'est comme qui si prend j'avais soin besoin de d'eux. m'assurer. Ouais. C'est comme si j'avais ce besoin de m'assurer qu'il n'y a pas d'entrave à leur chemin. Voilà. Je ne sais pas, si tu veux, au moment où je les croise sur la route, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont là. Mm. Mais je fais cet acte, tout le temps. Mais alors, c'est spontané. Hein. Alors ça, oui, c'est merveilleux parce que tu dis que tu contactes aussi les arbres. Donc, de quelle manière? Est-ce que tu reçois aussi des messages de type télépathique des arbres? Non, très honnêtement, non. Je mentirais si je le disais. C'est vraiment, je ressens leur force de vibration. Je ne sais pas si c'est lié à cet état d'être où je suis toujours en, tu sais, des antennes quasi permanentes avec l'environnement. Mais si tu veux, j'ai la conscience que l'arbre est vivant, qu'il communique et qu'il nous envoie de sa force. Ça, alors là, j'en suis totalement. Oui, je vais le redire, c'est encore une certitude du cœur. Mm. Donc, Donc, si tu est-ce que tu veux, je peux t'autorises? rentrer en Ouais, conversation avec eux. ouais. Est-ce que Mais tu c'est moi t'autorises qui dans leur ce… dis des choses. D'accord, c'est pas eux, oui, mais tu ressens leur force. Est-ce que tu t'autorises dans ce cas à les Oui, couper? ça m'arrive. J'ai un très grand jardin, énorme jardin, que je cultive depuis 23 ans bientôt. Et malheureusement, les arbres, comme je ne suis pas en campagne, les gens croient que je suis en campagne. Je suis à la frontière d'une petite ville où j'habite, Marmande. Je suis en périphérie, mais j'ai la chance d'avoir un champ à l'arrière de la maison que j'ai cultivé un peu comme une forêt. Hein. Voilà. Le problème, c'est que les arbres, on est, tu sais, tenus, assujettis à des règles de citoyenneté, de voisinage. Et il y a des arbres qu'on est bien obligé d'élaguer, de raccourcir. Et j'avoue que quand je le fais, j'évite de me mettre de me morfondre. Mm. D'accord. Mais je leur dis, je leur parle, je les préviens. Je leur préviens, c'est un peu comme si je leur disais, je vais vous faire une coupe du printemps, une coupe de cheveux. Voilà, c'est un peu ce que j'essaie de mettre en place. Oui, parce que sinon, ressentant toute cette énergie d'un arbre, je me disais, bah, il doit y avoir un peu, c'est un peu comme une idée fixe qui a horreur qu'on arrache les arbres. Au fond, quand tu ressens ça, quand tu ressens leur force, tu pourrais être tenté aussi d'avoir du mal à les tailler ou à les couper. Mais c'est Bien joli sûr. ce que tu fais Ça, de parler avec eux. ça c'est le cas. Hein. Ouais. Oui, c'est le cas. Hein. Ça me travaille. Mais je te dis, j'évite de me morfondre parce que sinon, le pire, ça pourrait être quoi comment dire, qu'on m'oblige à me séparer de certains arbres parce qu'ils sont pas placés où il faut ou qu'ils deviennent trop imposants. Ouais. Donc, je concilie, je parle avec l'arbre. Voilà. N'empêche qu'ils n'ont pas tenu rigueur parce qu'ils repoussent et repoussent et repoussent. Hein. Mais c'est Je chouette ne sais aussi. pas si. Ouais. Je me demande si je les soigne pas en même temps que je les travaille. Oui, Tu quelque vois, je part. pose la question. C'est ça, j'allais le dire, parce que Hmm. au fond, s'ils sont encore là, c'est que ils ont juste la place qu'il faut et qu'ils vont pas, Oui, enfin, ils vont pas déborder. Je sais pas si je peux utiliser ce mot, mais ils vont pas déborder pour te laisser quelque part
le loisir encore d'en profiter, tu vois. C'est un peu, presque C'est ça. à la limite, tu pourrais même leur dire, oh, je compte sur vous pour rester là, ne pas prendre trop de place. Mais je le fais. Je Mm. le fais, hein, ça. Mm. C'est un, c'est une communion et un arrangement, hein, quand on peut, bien sûr. Hein. Mais Ouais. j'essaie de faire ça, oui, vraiment. Mais c'est Il y chouette a de tout faire un ces choses en langage conscience. subtil. Ouais. Oui, ah oui. Sans conscience, rien ne peut être, hein, vraiment. Ouais. Le sentiment, la réalité de la dimension du cœur, ce pourquoi on est là, on agit, on interagit, elle vient de la conscience. Hein. Bon, alors, Alors ça, si tu veux, ouais. toutes ces expériences animales, je les ai eues toute ma vie. Hein. Mm. Voilà. J'en ai d'autres, mais C'est ce qui t'a attiré la vers la médiumnité, c'est venu naturopathie. après. C'est ce qui t'a Oui. attiré, hein, vers la naturopathie, tout ça. Alors, pas vraiment. Ah, C'est pas ça qui m'a amené à la naturopathie. c'est quoi Tu vas me alors? dire, c'était peut-être déjà prédestiné, hein, mais en fait, c'est une maladie de longue durée dans laquelle je ne m'en sortais pas. Je périclitais même, je me voyais mourir. Suite à un accouchement extrêmement difficile où j'ai failli mourir, je me suis vue sortir du corps, monter, observer Les gens, l'anesthésiste et les ouais. infirmiers s'agiter autour de moi. Et je pense que je suis revenue parce que c'était l'appel de l'enfant qui était plus fort que tout. Et quand je suis revenue dans mon corps, je l'ai ressenti. Quelques instants après, j'ai saisi le bras de l'anesthésiste et je lui ai dit, je suis en train de partir. Oups, Et il m'a répondu, pardon, c'est mon et il tableau m'a qui est répondu, tombé. Ouh, quelle aventure! Excuse-moi, vas-y, reprends. donc si tu veux, quand je suis revenue dans mon corps, j'ai quelques instants après saisi le bras de l'anesthésiste et je lui ai dit, je suis en train de partir. Et il me répond, hé madame, de quoi vous avez peur? Et tout d'un coup, branle-bas de combat, vite, 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 au bloc. Ils m'ont transporté au bloc, j'avais eu 3 péridurales dans la foulée. Wow. Les 2 premières n'avaient pas fonctionné. Voilà. J'ai des séquelles à un rein à cause de ça. Et j'ai été donc une césarienne. Ça a été très compliqué et j'ai déclenché une maladie nosocomiale qui n'a pas été identifiée. Ça a duré près de 4 ans. 4 ans où je maigrissais à vue d'œil. J'étais tombée à 43 kilos. Je tenais plus debout. J'hallucinais. Et en fait, j'étais bourrée de streptocoque doré. Voilà, j'étais complètement infectée. Voilà. Et à aucun moment des premiers examens, ça n'avait pu se révéler. Jusqu'à ce que, on ne sait pas pourquoi, au bout de près de 4 ans, ça s'est matérialisé. Et donc, Mais ça a tu n'as été pas un combat essayé, parce que ouais. Tu n'as pas essayé de t'auto-magnétiser, un peu comme tu faisais avec les à ce animaux? moment-là, à ce moment-là, pas du tout, parce que je suis rentrée, si tu veux, en salle de préparation avant l'accouchement. J'avais déclenché une bronchite, mais énorme. J'étais très très mal, je respirais très mal. L'accouchement s'est très mal passé, donc où je te dis, je suis sortie de corps, rien ne fonctionnait. Et suite à ça, la maladie nosocomiale est arrivée très vite. J'ai eu des complications au niveau de la pose de la sonde. Ah non, mais ça a été terrible. Ouais. Pose de C'est-à-dire la qu'en fait, sonde c'est suite à la césarienne. une accumulation Je perdais ma Ouais, vitalité. voilà, c'est ça. Donc en fait, tu ne pouvais même pas, tu n'avais pas la force de t'occuper de toi, quoi. Magnétiquement, voilà. Non. Mm. J'étais vraiment au bout du rouleau, au bout du rouleau. Et ça a été très difficile parce que je souffrais vraiment dans mon corps, ça se matérialisait. Je faisais des hémorragies sanguines permanentes, quoi, en fait, par la voie vaginale, quoi. Et c'était pas que des hémorragies, c'est-à-dire c'était lacéré comme des coups de couteau. Hein. C'était des brûlures inimaginables. Mm. J'étais ni bien, ni debout, ni assis, ni couché. C'était et je suis allée voir des grands spécialistes, hein, figure-toi, notamment un à Bordeaux, un neurologue réputé,
qui m'a fait une feuille recto-verso, une feuille A4, quoi, recto-verso, de tout ce qui pouvait exister, anti-inflammatoire, antibiotiques et tout. Et quand mon mari est allé à la pharmacie chercher ce protocole de fou, le pharmacien lui dit, mais qu'est-ce qu'elle a, votre dame? Il dit, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il dit, mais si elle prend ça, c'est un remède de cheval. Elle ne va pas le supporter. Et ce monsieur, ce petit pharmacien qui passait par là, lui dit qu'elle prenne de l'huile essentielle bio de citron, elle le met sur un coton-tige. Elle bouche une narine, elle inspire une narine après l'autre, plusieurs fois par jour sans toucher les muqueuses. Vous verrez ce que je vous dis, elle sera rétablie. En moins de 8 jours, je n'avais plus d'hémorragie. Et ça s'est réglé, uniquement par respiration. Alors ça, attention, ça a marché pour moi. Hein. Voilà, ce n'est pas quelque chose, faut faire attention. Hein. Oui. Voilà, c'est une solution qu'il a donnée, que j'ai, moi, dans la douleur, je me sentais perdue, quoi, vraiment. Hein. Je l'ai appliquée et ça a fonctionné pour moi. Et c'est là de ça, je me dis, les plantes, quand même, les plantes, et oui. Et là, je suis rentrée dans le cadre de la naturopathie, pour essayer de comprendre les mécanismes et les interactions sur le corps humain. Et à ce moment-là, professionnellement, tu avais déjà une activité, enfin, je veux dire, tu n'avais pas l'intention de devenir naturopathe. Alors, j'ai travaillé pendant 8 ans, de 23 ans à, donc 8 et 3, 11, 31 ans, c'est ça, oui, je n'ai plus compté. J'ai travaillé 8 ans dans une imprimerie vinicole à Saint-Émilion, comme secrétaire commerciale, hôtesse d'accueil, bon, je faisais un petit peu tout, voilà. Et c'était un cadre dans lequel je ne me suis pas du tout épanouie. Au contraire, bon, c'était une succession de conditions dramatiques. Voilà. Et j'ai tout lâché en fin de compte. J'ai tout lâché, je suis partie sans indemnité ni rien. C'était ça où je perdais le contrôle de ma vie. Voilà, ça a été très, très, très difficile. Et si tu veux, je me suis retrouvée sans chômage, sans rien. Donc j'avais 31 ans. Et sur cette entrefaite, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais devenir, évidemment, mais je devais me sortir déjà de cette condition difficile parce qu'il y avait, c'était de l'abus, et j'en passe. Et je me suis dit, déjà, mon mari me dit, écoute, on va se marier dans la foulée. Donc, j'ai eu une année pour préparer mon mariage, divinement. On s'est mariés. Et puis, dans la foulée, il a été muté sur Marmande et Agen. Donc, on a cherché une maison, on a donc déménagé, on est venu s'installer à Marmande. Et sur cet entrefait, je suis tombée enceinte. Donc, jusque-là, si tu veux, la préoccupation du travail était mise en demeure. Je me suis installée dans ma vie de future maman. Et suite aux complications de santé que j'ai énoncées, j'ai décidé de me retaper progressivement, de m'intéresser davantage à la naturopathie, évidemment, par petits cycles de formation. Voilà, j'ai fait plusieurs cycles de formation. Et puis, j'ai élevé ma fille. Voilà, ça, c'était ma bouée d'oxygène. Le bonheur, d'oxygène, oui. Oui. Donc, j'ai fait une aparté, si tu veux, au niveau du travail. Vraiment, j'ai fait une parenthèse énorme de 15 ans. 15 ans. Mais tu avais besoin… je magnétisais. Voilà. Tu continues à magnétiser les animaux. Est-ce que tu fais ça aussi avec les gens? Oui. Je fais tout ce que je peux avec les gens, oui, effectivement. Alors, à savoir qu'il y a des choses sur lesquelles ça fonctionne bien et d'autres pas. Il y a une chose que j'ai remarqué qui marche bien, c'est quand sur le système nerveux, principalement des gens. Tous les troubles liés au système nerveux. C'est-à-dire, un exemple. Ça fonctionne bien. Irritabilité, nervosité, troubles du sommeil par agitation. Parce qu'il y a plein de phénomènes liés au sommeil, mais par agitation, tout ce qui est de la déprime, dépression jusqu'à un certain degré. Voilà, il y a tout ça, ça fonctionne bien. Si c'est en excédent d'agressivité, de nervosité, je vais tempérer, apaiser les gens. Par contre, s'ils sont en énergie, en manque de vitalité, hop, ça remonte.
C'est ça. Il y a une espèce Et on, d'équilibre et qui on se sait fait que dans le système nerveux central. voilà, quand on souffre de dépression ou de stress, c'est ce manque d'énergie qui nous tire encore plus vers le bas. Donc, il nous manque parfois juste la petite Oui, énergie qu'il faut. Enfin, quand je dis petite, c'est ça. l'énergie qu'il faut pour remonter, quoi. Mm. Oui, 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 tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien traiter. Voilà. Plus que par exemple des verrues ou ça, je fais pas. Tu vois, ça m'intéresse pas. Il y en a qui sont spécialisés. Oui, chacun son truc, chacun son don. Et toi, tu fonctionnes comme C'est ça. ça, c'est ça. Donc, tu as le soutien de la nature, des animaux, ça t'amène finalement dans ton chemin de vie à la naturopathie, mais le côté médium, il arrive, il se développe à quel moment? Alors, alors déjà, là, je te disais, la première révélation, c'était à l'âge de 16 ans, quand l'ami de mon copain d'Ilia, qui est mon mari aujourd'hui, ben voilà, s'était suicidé dans sa chambre. Et c'est revenu, alors, sous forme de prémonition, c'est-à-dire que quand je voyais des gens dans mon travail, je pouvais ressentir à des moments, pas toujours, hein, pas toujours, à des moments qui n'étaient pas bien dans leur santé, même s'il n'y paraissait pas. Il y a quelque chose en moi qui me disait, la vibration que moi je reçois, il n'est pas en bonne santé. Alors, soit il ne le sait pas, soit il le cache. Hmm. Et quelques temps après, pof, ça se déclenchait. Je pouvais ressentir donc des maladies à venir chez certains, ou alors des morts. C'est-à-dire qu'on m'annonçait, je voyais brutalement la finitude de sa vie, quoi. Je me disais, oh, je ne le disais pas, je le gardais pour moi, mais ça s'avérait. Hmm. Alors ça a été le plus difficile. Je me demandais pourquoi je voyais ça. Pourquoi me donner ça à voir? Et en fin de compte, ça s'est égrené comme ça un petit peu. Ça s'est identifié en tout cas dans ma conscience sous différentes formes. Et c'est pas si vieux en fin de compte. En 2000, vers les années 2003, non, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est mon autre grand-mère. 2000, quand j'ai perdu, mais non, je me trompe encore. Non, en fait, à ma première grand-mère paternelle qui est partie, je l'avais ressenti. Je sais pas, je sentais que ça allait être son heure. Et avec maman, on est allé la voir dans la maison de retraite où elle était. C'était une grand-mère qui me détestait, voilà, ouvertement, qui avait essayé de pourrir ma vie et celle de mes parents. Voilà, elle était très mal animée, comme je te l'avais dit. Et quand elle était sur son lit, je lui ai dit que je l'aimais. J'avais besoin de lui dire, moi, que je l'aimais, alors que je savais qu'elle ne m'aimait pas. Et elle m'a rejeté du bras et elle m'a lancé un regard terriblement noir. Alors, ça a été très dur, mais j'avais accompli quelque chose qui m'animait. Voilà, il fallait que je fasse ça, moi, ce geste-là. Hmm. Et j'ai ressenti. Alors, donc, je me suis dit, je sens. Et elle est partie très peu de jours derrière. Mon autre grand-mère, alors celle-là de cœur, ma petite mémé Irma, comme je l'appelais, euh, elle était hospitalisée à Libourne suite à des complications du diabète et on avait dû lui couper enfin une partie de la jambe. Voilà. Et quand je suis allée la voir à l'hôpital, elle me dit, tu vois, ma pauvre Patricia, je ne serai plus jamais la même. Et moi, en plaisantant, je lui dis, mais c'est pas grave, on ira chercher les cèpes, même avec une canne. Elle me dit, ouf, ouf. Ouais, bon, j'ai essayé de la réconforter. Et là, je lui dis, écoute, mémé, je reviens dans 3 jours. Oh, elle me dit, si je suis là, je pars de l'hôpital. La veille des 3 jours, donc faut calculer. La veille des 3 jours, je fais un rêve prémonitoire où je la voyais décédée, couverte d'un drap blanc dans une pièce où il n'y avait rien autour. La pièce était sombre et il y avait juste un canal de lumière au-dessus, comme un spot. J'étais à côté d'elle debout et tout d'un coup, son lit s'est soulevé pour monter. Et moi, je montais avec elle. Et là, je lui dis non, mémé, c'est pas mon heure à moi. Non, c'est pas mon heure à moi. Et je me suis réveillée. Le lendemain matin, maman m'appelait en me disant qu'elle était partie cette nuit-là. Et je l'ai revue donc 3 jours après, quand je me suis avancée dans la famille. Voilà.
Donc, si tu veux, c'était toujours des annonciations comme ça. Et cette grand-mère est revenue à ma conscience post-mortem. Et c'est là où j'ai compris qu'il se passait quelque chose que je n'identifiais pas vraiment, mais qui était réel, hein, parce que je la voyais, alors pas comme je te vois en chair et en os, mais c'est comme un filtre dans l'esprit, comme si je regardais un film voilé, tu vois, au travers d'un voile. Mais je la voyais agir et interagir avec moi. Elle me faisait des signes souvent. Voilà, c'était très très curieux, mais je la laissais là, je la laissais vivre et je l'accueillais au moment. Au début de ces visions, tu crois que tu as un problème aux yeux? Oui. Ah oui, mais ça à l'âge de 20 ans déjà. À l'âge de 20 Ben ans, oui, tu te dis, il y a un j'avais truc, été ça voir un va pas. ophtalmologue. Oui, parce que j'avais quelquefois des visions comme ça, sous forme comme un filtre. Mais ce qui s'était passé surtout à l'âge de 20 ans, c'est que quand j'avais pris, je me souviens des cours d'anglais, un soir, il y avait la prof d'anglais devant moi, qui était devant un tableau noir. Et tout d'un coup, je vois, mais ça s'est fait, mais tu sais, comme si on décante un bouchon d'un coup, hein, un bouchon de champagne. Je vois autour d'elle son aura, maintenant je sais que c'est une aura, son corps de lumière qui a fait, pouf, qui s'est ouvert comme ça. Mais dans ma conscience, dans mes yeux, je me suis demandé qu'est-ce qui m'arrivait, parce que j'ai cru que je la voyais tout entourée de lumière, mais sur une grande épaisseur. Je regardais ça, alors autant avec enthousiasme que surprise, étonnement, mais je trouvais ça beau. Mais je me suis inquiétée, parce que je me suis dit, là, j'ai quand même quelque chose. Hein. Et finalement, quand j'ai fait Donc le est-ce test, que tu vas non, voir, les yeux, ouais, tu vas voir un ophtalmo? oui. Et l'ophtalmo me fait tous les soins, tous les bilans, et rien, non, il me dit, vous avez 12 sur 12 12 sur 12 à chaque œil. Donc, il a dit, non, non, il n'y a aucun problème de vision. Et c'est très tard que j'ai découvert les auras, hein, mais très tard. Et là, je peux te dire que quand je te regarde, là, je vois la tienne. Je vois le halo de lumière qui entoure ta tête, le haut des épaules et des bras. Il est dense et il est régulier. Ah, c'est bon signe. Mais ça, si tu veux, ça m'accompagne depuis l'âge de 20 ans. Oui. Et je le vois sur les animaux, je le vois sur la forme des arbres, je le vois. Je vois pas de couleur, hein, moi, je vois que le halo blanc. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'acceptation de tous ces dons, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui a été le plus dur dans l'acceptation? C'est pas dans l'acceptation. Ça, je crois que je l'ai accueilli très, très spontanément. C'est dans la mise en application. Quoi faire de ça? Est-ce que tu sais maintenant quoi faire Comment de ça? Non, je suis en apprentissage perpétuel. J'apprends tous les jours. Je me trompe encore, mais j'apprends, je donne, je reçois, je restitue, etc. Ça, c'est mon vœu de tous les jours. Je voulais complémenter par rapport à la médiumnité, Lénaïque, si tu me permets. Je te parlais de mes deux grands-mères, mais là où ça s'est fortement déclenché, en fin de compte, le rapport, alors vraiment ce que j'appelle aux défunts, d'accord, c'est en 2008, à la mort de l'un de mes trois frères. C'était mon frère de cœur, vraiment. Jumeau, je suis presque envie de dire jumeau dans l'âme. On s'était jamais quitté, ou très peu. Bien sûr, quelquefois la vie nous éloigne temporairement pour une étude ou un travail, mais il revenait toujours à côté de moi. Quand nous avons fait nos classes ensemble, nous étions souvent dans la même classe. Nous avons été dans une troupe de musique à l'époque. Lui, il jouait de la trompette. Moi, j'étais majorette. On se suivait tout le temps. Je suis allée travailler à Libourne. Il était à Paris. Il est redescendu à Libourne. Je suis allée à Marmande. Il s'est mis entre Marmande et mes parents à Sainte-Foy. On était toujours vraiment très proche, quoi. C'est inexplicable. Voilà, oui, très proche. Et j'allais le voir. Alors, comme je n'ai pas travaillé un certain nombre d'années, enfin,
pas au sens où on l'entend, bien sûr, pas dans une entreprise, je vais dire. J'avais du temps à lui consacrer, à ma famille, beaucoup. Et je lui rendais beaucoup visite la semaine et surtout les week-ends. Voilà, on a élevé nos filles, nos 2 aînés ensemble, quoi. Et donc, quand il est parti, ça a été un traumatisme. Voilà, ça a été une déchirure. Surtout que la veille, quand j'étais avec ma fille chez un... Alors, elle était petite, ma fille, elle avait 8 ou 9 ans, je ne sais plus. Peut-être, oui, 8 ou 9 ans, je pense. On était chez un papa d'une de ses copines ce jour-là et je parlais de mon frère, mais sans arrêt. J'avais ce besoin de lui parler de mon frère. Et parce qu'il me faisait penser à lui, en fin de compte, ils étaient bricoleurs, ils avaient un peu les mêmes goûts. Et je lui disais, tu sais, si je n'étais pas avec toi aujourd'hui, Jacques, je serais allée voir mon frère parce que j'en ai un besoin irrésistible. Un appel. Mais l'heure passant, l'éloignement passant, je n'ai pas pu m'y rendre. Il est décédé dans la nuit. Et le lendemain matin, quand c'est mon autre frère, enfin un de mes autres frères qui m'a téléphoné, je me suis écroulée au sol. Les genoux ont cédé. Je suis tombée sur mes genoux, qui aujourd'hui sont en souffrance d'ailleurs. Mais je suis tombée sur les genoux et j'ai cru que la terre s'arrêtait de tourner, là, vraiment. Ça a été, Et ce frère, figure-toi que quand je suis allée voir mes parents, dans l'après-midi, le plus rapidement possible, c'est là où il est entré en communication avec moi. J'ai cru que je devenais dingue, hein. J'ai dit, c'est la souffrance, c'est la déraison, c'est la passion qui me font perdre. Non, non, je l'entendais télépathiquement me parler en me disant que c'était urgent que j'aille auprès de ses enfants, que j'assiste ses enfants, que je devais retrouver un petit carnet noir, enfin tout un tas d'indications. Et je lui disais, mais t'es où là? Mais t'es où, Gérard? Tu es où? Il me dit, je suis dans une espèce de sas. J'attends. Et j'attends quoi? Et il est revenu à différents moments comme ça. Et je pense qu'il attendait de savoir vers où il montait. C'est ça que j'ai compris après. Il était décédé dans la nuit et quand il m'a dit ça, il devait être 2 heures de l'après-midi, il était dans un espace d'attente. Lui me l'a décrit comme un sas. Voilà. Il était là en attente. Est-ce que tu as compris? Et c'est que la communication... Oui. Est-ce que tu as compris pourquoi tu l'as vu? Si j'ai compris pourquoi je l'ai vu, c'est ça que tu me demandes? Je pense parce que j'avais cette capacité de me connecter, sans doute, avec le monde invisible, sans le savoir véritablement, qu'il a été l'amorceur, en fait. C'est lui qui a amorcé le phénomène, parce il est revenu pendant plusieurs jours. Les 3 jours qu'on suivit, il est avec moi, hein, à me dire des tas de choses. Et puis parce que c'était lui, quoi. Que je pense que ce lien, il perdure, parce que je peux te le dire aujourd'hui, je le vois de temps en temps, et au grand bouleversement de famille et de vie, il vient me voir. Toujours. Est-ce que quand il vient te voir, il a un message à transmettre à quelqu'un ou à toi? À moi, souvent, de me préparer à un événement douloureux, souvent de famille. Il vient faire souvent l'éclaireur. Il est revenu me voir en 2011, comme ma grand-mère d'ailleurs. Les deux sont venus me voir sur la maladie du second frère, Jean-Louis. C'était mon aîné, on avait déjà de l'écart. Avec Gérard, si tu veux, les 2 aînés, Jean-Louis et Bernard, on avait 8 et 10 ans d'écart. Tu vois, il y en avait 2 et puis 2 autres après. Et Gérard et moi, on était les 2 petits tout ensemble. Voilà. Mais la communion était bonne avec les 2 aînés, mais c'était différent déjà. Tu vois, ils étaient plus vieux. Mais quand Jean-Louis est tombé malade, parce que je l'aimais profondément aussi, et là, il s'est passé quelque chose pour lui. C'est que avant qu'il tombe malade, en fait, mon père m'avait appelé en me disant, je vais te donner mon petit surnom, Nénette, ça c'est le surnom de mon père. Nénette, il faut que tu viennes parce que ton frère ne va pas bien. Mais je dis, comment ça, il va pas bien? On ne sait pas, depuis 8 jours, il boite, il est obligé de prendre une canne. Je lui dis, c'est rien, il a dû se faire mal, il ne s'est pas tordu la cheville parce qu'il s'occupait de chevaux, de terre. Enfin bon, j'ai dit, il a peut-être fait un faux mouvement, quelque chose, il n'a pas été voir l'ostéo. Ben non, il ne veut pas, tu sais, il est têtu, ton frère, tu le connais. Il me dit, mais viens, Nénette, viens. Bon, je me rends chez eux,
Et là, je vois mon frère arriver sur la route en boitant, mais vraiment bien. Et puis, il s'avance vers moi et je lui dis, Jean-Louis, tu veux que j'essaie de voir ce que tu vois, enfin, au moins que je te magnétise. Oui, oui, il me dit, mais j'y comptais bien te le demander. Et puis, il me dit, il s'assoit, il me dit, mais s'il y avait quelque chose d'important, tu me le dirais. Je me suis glacée au moment où il m'a dit ça. Et Lénaïque, quand j'ai commencé à le magnétiser, j'ai eu la vision très nette du cimetière. Je voyais le caveau, le cimetière et maman en pleurs. C'est la vision que j'ai eue. Spontanément, j'ai su que c'était grave. Alors, comment lui dire un truc pareil? Je ne lui ai pas dit, moi. Je ne savais pas ce qu'il avait. Mais je lui ai dit, Jean-Louis, si tu penses que je trouve ton état suffisamment soucieux, qu'il faut que tu prennes soin de toi et que c'est maintenant et pas demain, est-ce que tu m'écouterais? Je crois qu'il a compris. Il m'a répondu dans la foulée, très bien, je m'arrête de travailler et je vais voir le médecin. Et il l'a fait. Le lendemain, il est allé se faire arrêter. Mais ça a traîné des mois. On le traînait en disant, oui, mais tu sais, tu es séparé de ton ami, peut-être que c'est une dépression, etc. Et moi, je me dis, mais ils sont à côté de la plaque, c'est pas possible. Et j'ai insisté auprès de Jean-Louis pour qu'il aille faire des examens plus poussés. J'ai dit, mais n'attends pas, va voir, je ne sais pas moi, un spécialiste sur Bordeaux. Et il a été voir en fait un neurologue à Libourne avec maman. Et quand ils sont arrivés là-bas, après les examens, ben, j'ai envie de dire, ouais, le couperet est tombé et il s'est effondré en larmes parce que on lui a dit, mais oui, écoute, vous avez une tumeur au cerveau inopérable. C'est comme une toile d'araignée. Vous avez déjà des métastases au poumon. On va faire tout ce qu'on peut pour limiter les dégâts et pour vous empêcher de souffrir. Ça a duré presque un an de soins. Enfin, il était à la maison. C'est mes parents qui se sont occupés de lui, maman surtout, et moi qui y allais 2 à 3 fois par semaine. Je l'ai vu se dégrader. Vraiment, tomber en hémiplégie, perdre un œil, puis perdre le côté. Et il ne perdait jamais sa bonne humeur. C'était incroyable. Il plaisantait encore. Il rigolait de son état. Et il m'a fait un cadeau merveilleux, lui, c'est qu'il m'a dit sur les 6 ou 7 jours avant son décès, il m'a dit, Pépette, il faut que je te dise quelque chose. Lui m'appelait Pépette, il faut que je te dise quelque chose. J'ai vu Gérard au bout de mon lit. Ah, je lui ai dit, t'as vu Gérard au bout de ton lit? J'ai dit, est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Non, non, il me dit, il souriait. Je lui ai dit, ça t'a fait du bien, Jean-Louis? Oui, il me dit, ça m'a fait du bien. C'est tout. Il avait déjà eu une préavancée de mon autre frère qui venait pour l'accueillir, je pense, et pour l'aider à passer. Ça, c'est ma certitude aujourd'hui. Mais j'ai été très touchée que Jean-Louis me fasse part de ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu cette espèce de sonnette d'alarme en moi. J'ai dit, ouh là 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 là, là, s'il a vu Gérard, il se passe quelque chose. Mais c'est que moi, dans la foulée, ça a été, c'est que Gérard est venu en conscience me prévenir qu'il le préparait à partir. Le lendemain, c'est ma petite grand-mère qui vient me voir en conscience pareil et qui me fait ça. Elle me montre la main, les 5 doigts. Je me suis dit, c'est tout. J'ai dit, mais 5? Alors je comptais. Est-ce que c'est le nombre de jours? Ça a été le nombre de jours. Pile poil. Oh, la prochaine fois, tu me préviens, je prendrai ma botte de mouchoirs. Hein. Je suis désolée. Je ne sais pas comment je vais continuer cette interview. Attends que... Non, oh, mais oui. Bon, alors tout ça pour dire que tu racontes une partie de le contact médiumnique. Voilà, ça c'est les contacts médiumniques, les messages d'ailleurs et d'aujourd'hui que tu racontes dans ces 2 livres. Aujourd'hui, quel est
ton chemin, quelle est la mission que que tu t'es donnée en fait et que tu offres aux gens? Alors, je me suis engagée vraiment en toute conscience, avec la force et la volonté du cœur, de, de ne pas travestir ce que je reçois. Ce que je reçois et que j'ai écrit dans ces 2 livrets, et même 3, les naïcs, puisque je cherche le 3e, il est là, que tu n'as pas encore eu. Non. Il aura. C'est la reconnexion et la reconnaissance du guide que je voyais quand j'étais enfant, qui s'est matérialisé de nouveau dans mon esprit en 2013, alors, sous forme de rêve au début. Alors, quand je dis rêve, c'est des rêves lucides. C'est-à-dire que je sais que je suis en train de rêver. C'est très, très curieux, ça. Et il est venu à de nombreuses reprises se rematérialiser visuellement. Je retrouvais les mêmes... enfin, je sais pas, la même teneur d'énergie, de vibration bienveillante. Et très vite, en 2015, il est rentré en communication télépathique, parce que c'est que ça que je vois, je ne sais pas comment l'identifier autrement, en commençant à me dire, prends un stylo et note tout ce que je vais te dicter. J'ai fait de la comment on dit, de la retenue. Je me suis empêchée au début. J'ai cru que c'était moi qui, je ne sais pas. Ouais. Tu vois, ça c'est très, très, un passage, il fallait basculer là, hein, dans l'acceptation. Et puis à force, il a été plus têtu que moi. Et j'ai fini par prendre un bloc-notes, un stylo. Et là est rentrée une somme d'indications, de messages, comme tu as pu les lire, mais qui m'ont complètement sidérée au début. Je me suis dit, mais de quoi il me parle? Qu'est-ce que c'est cette urgence? Et en fin de compte, il me faisait faire des voyages aussi, hein, des voyages de conscience. On dit ça, des voyages d'astro, ou je sais pas. Pour moi, c'est des voyages de conscience. Je sais que c'est ma conscience qui se déplace dans d'autres plans, là où il veut que j'aille avec lui. Il me faisait voir l'urgence de notre monde en modification, presque en perdition, de par nos irresponsabilités, d'accord? Sur en fait, au début, je sentais toutes les perversités que nous portions chacun en nous, toutes nos perversités, tout ce qui pervertit notre équilibre, notre harmonie, notre bon sens, enfin toutes ces choses-là, et surtout notre conscience. Et donc, il m'a envoyé de plus en plus d'enseignements. Mais dis donc, des enseignements que je suis encore en train de digérer doucement. Hein. J'apprends moi aussi. Oui. Voilà. Je ne me sens pas le guide, même si lui, des fois, m'envoie le mot, me prépare à guider les autres, parce que c'est ce que j'ai reçu dernièrement. Je me dis, oui, mais moi, je ne me sens pas guide. Je me sens déjà élève. J'apprends de ça. J'essaie de l'appliquer au quotidien. Et la teneur des messages s'est amplifiée. Est-ce que tu crois à des vies antérieures dans lesquelles tu aurais appris des choses et que dans cette vie, en fait, ce savoir, quelque part, revient sans que tu saches comment expliquer, ni d'où ça vient, etc. Est-ce que tu crois qu'il y a de ça aussi dans ce que tu vis aujourd'hui? Alors, comme je crois évidemment au monde de l'au-delà, de la permanence de l'âme, je crois forcément aux réincarnations, moi. C'est une certitude pour moi. Il y a des réincarnations. Donc, s'il y a réincarnation, c'est qu'il y a des vies antérieures. Mais je pense que plus que on revient en apprenant des choses, c'est une continuité en fait. Je pense que c'est une continuité de nos apprentissages. Tout ce qu'on a vécu dans des vies antérieures, c'est acté. On monte, on prend conscience vraiment littéralement au sens du plan le plus évolué, divin, universel, spirituel, celui que tu veux. On prend conscience de nos manquements, de nos manques, et on revient s'incarner si on le souhaite pour continuer notre ouvrage. C'est vraiment l'élévation et la fortification de l'âme. Est-ce que tu as envie, on est déjà à 1 heure d'entretien, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour terminer cette rencontre?
que j'ai appris à avoir foi en moi, en mes connexions, que j'ai la certitude qu'on a une raison magnifique d'être là dans nos vies, même si on vit et on traverse des souffrances, des complications. Je ne t'ai pas parlé de ma petite enfance où j'ai souffert de maltraitance énorme, physique, psychique, émotionnelle. On en parlera un autre jour si tu veux, mais je pense que ça m'a aidé à construire. Et malgré tout ça, j'ai jamais perdu la conviction du cœur que nous sommes des êtres merveilleux, chacun. Et que j'ai envie d'aider au travers des messages que j'envoierai, des petites pensées que je partage le soir maintenant, des enseignements que je commence à intégrer, à apprendre, d'éveiller, de réveiller en fait la partie de lumière de chaque personne. C'est ce que j'ai envie de faire. Eh Si bien, je peux. tu as déjà commencé et effectivement, pour les gens qui auraient envie de savoir un petit peu plus sur qui est Patricia Bonnet, qui a écrit 3 livres maintenant, le troisième, tu l'as montré, et je mettrai bien sûr toutes les informations utiles pour te contacter, pour en savoir plus, pour les gens qui auraient des questions à te poser. Je te remercie, Patricia, et je te dis à bientôt en Bretagne. Oui, oh, un bonheur, un bonheur. Parce qu'on a un beau Je programme. sais qu'on va se Oui, régaler. oui, oui, on a un beau programme à vous proposer et on y Oui, reviendra bien sûr. On fera une autre vidéo un petit peu avant que tu arrives si on est d'accord. Et puis comme ça, on expliquera un petit peu ce que tu proposeras en Bretagne. En tout cas, Patricia, merci encore 1000 fois. merci beaucoup les naïcs. Comment